Ok, donc moi, je vais vous parler des plateformes de coordination et d'orientation 7-12. Je voudrais d'abord remercier l'association Dyspraxie France 10 de m'avoir invité, et puis bien sûr Dr Gonzalez, avec qui on collabore depuis de très nombreuses années. Ça ne veut pas dire qu'on est très très âgés, mais ça fait un moment qu'on travaille ensemble autour des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Moi, je viens plutôt du domaine de l'autisme, mais évidemment, comme ça a été très bien expliqué, beaucoup d'enfants TSA ont des dyspraxies ou des troubles des coordinations, et forcément, j'ai été amenée très, très tôt à m'intéresser à cette question. Alors là, je ne vous parle pas du tout, je ne vais pas vous parler beaucoup clinique, je vais vous parler des plateformes de coordination et d'orientation. Donc vous l'avez déjà évoqué, c'est un point, c'est vraiment une des mesures phares pour nous au sein de la stratégie nationale, puisque c'est vraiment né de cette stratégie. Et peut-être que vous, en tant que parent ou en tant que professionnel, vous avez eu affaire au PCO? Oui, vous connaissez bien alors. Bon, je vais essayer donc je vais plutôt vous parler des 7-12, mais forcément, ça a beaucoup de liens avec les 0-6, puisqu'on est vraiment dans la continuité des plateformes 0-6. Alors, pour les néophytes, ceux qui n'ont jamais entendu parler des PCO, je vais être un peu pédagogique. Voilà. Donc, je commence. J'espère que ça va marcher. J'ai fait exprès d'avoir un petit truc. Bah tant pis, je vais rester par là. Parce que moi j'aime bien bouger, quoi. Donc c'est un peu dur d'être coincé derrière l'écran, mais ça fait rien. Bon, là je vais juste vous parler rapidement du contexte, des bénéficiaires et vous expliquer globalement le fonctionnement. Je ne pourrais pas aller trop dans le détail parce que le temps est limité. Donc ça, je l'ai déjà dit, c'est vraiment issu de la stratégie. Et puis il y avait ces PCO 06 et vous savez bien que vous, concernés par la dyspraxie, que quand même, ça ne s'arrête pas à 6 ans et qu'il y a pas mal de personnes ou d'enfants avec des dys qui vont être dépistés, repérés un peu plus tard. Donc c'était important qu'on puisse étendre l'accès à ces PCO jusqu'aux 12 ans. Et puis je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure alors les 13-18, évidemment, on va déjà se concentrer sur les enfants de 12 ans. Depuis le 1er avril 2021, il y a eu un décret qui a dit maintenant on peut commencer à étendre l'action des PCO jusqu'à 12 ans, inclus. Donc les PCO, c'est vraiment en amont du diagnostic et pour accélérer le diagnostic, favoriser des interventions précoces, alors précoces dans son sens large, puisqu'on va aller jusqu'à 12 ans, éviter l'errance, le surhandicap, et tout ça dans l'esprit en respectant les recommandations des bonnes pratiques de la HAS et d'autres organismes. Donc, la prise en charge en PCO peut être d'1 an, renouvelable 1 an. Ça, c'est aussi un des aspects, je crois, du décret qui a étendu d'1 an, parfois l'intervention des PCO. On l'a dit tout à l'heure, les problèmes qu'on a dans les TND en général, mais aussi dans la dyspraxie, est-ce qu'on est dans une simple variation de la norme ou est-ce qu'on est déjà dans un trouble du neurodéveloppement? Et finalement, pour certains enfants, on ne va peut-être pas attendre qu'il y ait des conséquences fonctionnelles importantes et un retentissement qui va altérer ce qui a été décrit, l'image de soi, parfois des troubles anxieux, etc. On va peut-être essayer d'intervenir avant. Et ce n'est pas facile des fois de savoir si c'est une simple variante du développement. Et d'où l'importance parfois d'avoir un bilan, un avis et un début de prise en charge. Sauf que ce qui a été aussi très bien dit avant, merci pour cette présentation, c'est qu'on fait appel, dans le cas des dys praxiques, à de la psychomotricité et de l'ergothérapie. Et vous le savez bien, ce n'est pas... Voilà, je vous fais un peu participer. Voilà, donc c'est pas remboursé, ça posait un problème d'accès finalement à des rééducations qui ont quand même montré un certain niveau d'efficacité, pas que dans les 10. Praxis. Bon, ça a été présenté, ça me permet de passer. Le modèle, c'est quand même l'idée, bon, c'est très très théorique, c'est que si on intervient tôt, dès la suspicion d'un TND, on aura peut-être une amélioration de la trajectoire développementale, sans forcément parler de normalisation, mais une amélioration, en tout cas, au moins au niveau fonctionnel. Et ça, c'est vraiment important. On ne fait pas ça simplement pour le faire. On vise quand même soit une amélioration vraiment au niveau fonctionnel, voire même peut-être, il y a aussi des études pour essayer un rétablissement de certains réseaux au niveau neuronal. Mais ça, c'est vraiment de la recherche. Alors, les acteurs, ça a l'air très simple sur ce schéma. Moi, c'est des schémas que j'ai repris de la stratégie nationale. Quand ils sont bien faits, on ne va pas se gêner. Je les ai un petit peu modifiés pour les 7-12. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un niveau de repérage
par des professionnels de l'enfance. Alors là, pour les 7-12, j'ai dit l'éducation nationale. Quand c'est les 0-6, on va être beaucoup sur la PMI, les plus petits. Et puis, c'est les familles aussi. Après ce repérage, on s'adresse à son médecin qui est dit de première ligne. On aime beaucoup les trucs en 1, 2, 3. Les lignes, c'est facile, 1, 2, 3. Donc, pédiatre, généraliste, médecin scolaire, qui se retrouvaient avant les PCO, un peu pris au dépourvu en disant que ce n'est pas forcément leur spécialité. Ils réorientaient parfois les familles, mais ce n'est pas évident de suivre. Vers quel professionnel? Donc, l'idée, c'est que maintenant, ils aient une conduite à tenir et un interlocuteur qui va les guider, eux, mais aussi les familles, dans ce parcours qui est souvent complexe. Et vous l'avez sans doute expérimenté avec vos enfants ou pour vous-même. Donc, l'idée, c'est d'orienter vers la PCO, plateforme de coordination et d'orientation, qui devrait faciliter ce parcours de soins de ces enfants-là. Donc, les PCO, c'est avec, je mets tout le temps, j'ai beaucoup insisté, c'est avec les partenaires, dont le médecin libéral coordonnateur. J'ai aussi insisté sur le fait que c'était des professionnels libéraux, beaucoup qui vont intervenir, mais aussi tout ce qu'on appelle les lignes 2, CMPP, PCPE, CMP, etc., qui peuvent être aussi des partenaires. Donc ça, j'insisterai tout le temps là-dessus. C'est un travail en partenariat. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas les quelques professionnels de la PCO qui vont finalement faire tout seul. Donc la plateforme, voilà, ça vient confirmer ce que je disais de manière plus imagée. C'est d'abord des partenaires, réunir des partenaires, articuler et pouvoir réorienter les familles vers le bon interlocuteur. Et puis quand même soutenir ces médecins libéraux qui vont être l'interlocuteur de la famille. L'esprit des PCO, c'était qu'on s'apercevait que les médecins repéraient les difficultés, les familles repéraient les difficultés. Et puis quand les familles allaient vers le CAMS, quand c'était des petits, au CMP, au CMPP, pour avoir des prises en charge sans frais et aussi pour une coordination, il y avait beaucoup de listes d'attente. Donc il y avait des familles qui arrivaient à trouver des ressources en libéral, qui avaient elles-mêmes la ressource pour se mobiliser, trouver le bon interlocuteur, et les familles qui ne les avaient pas. Et c'est vrai que sur ces temps d'attente, à des moments clés du développement de l'enfant, on était bien embarrassés qu'il ne se passe rien pour ces enfants-là. D'où le fait qu'il fallait intervenir tôt, avant même qu'il y ait un diagnostic, parce qu'on voyait que l'enfant avait des difficultés. Et la PCO a vraiment cette fonction. On ne va pas attendre qu'il y ait de la place quelque part. Il faut intervenir tout de suite et ça permettra sans doute de mieux orienter l'enfant, voire même de résoudre ses difficultés dans un certain nombre de cas. C'est aussi le but. Donc, des partenaires qui étaient souvent saturés, et des enfants en liste d'attente qu'il fallait pouvoir réorienter. Et donc, bien sûr, mobiliser tous les paramédicaux, dont vous êtes sans doute assez nombreux ici aujourd'hui, qui travaillent en libéral, mais qui aussi n'arrivaient pas toujours bien à s'articuler avec les autres libéraux. C'est pas facile, quand on est tout seul dans son cabinet, d'organiser un temps de synthèse avec les autres. Je sais que vous êtes nombreux à le faire et que c'était intéressant qu'il y ait peut-être des structures qui puissent permettre cette organisation des rencontres et des synthèses entre tous. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit de la PCO, l'accès aux interventions précoces, réunir les partenaires autour des situations des enfants et l'orientation. Alors là, je vous ai juste mis c'est un exemple pour le Rhône, le projet de la PCO 7-12 du Rhône, porté par deux associations, la RHM et l'OVE. Donc c'est les porteurs de PCO 06 qui s'associent pour proposer une PCO 7-12. Et vous voyez que nous, l'intérêt du Rhône, c'est qu'on a beaucoup de partenaires. On a l'éducation nationale, l'éducation catholique aussi qui se mobilise, les professionnels libéraux, donc je vous remercie parce que vous en faites partie, les réseaux 10, et puis les équipes sanitaires qui parfois interviennent en ligne 2, plutôt les CMP, les CMPP, et puis les centres de référence, comme l'Escale, qui eux vont être plutôt en ligne 3, mais qui parfois vont devoir intervenir sur des situations qui ne pourront pas trouver de réponse complètement en ligne 2. Donc la PCO va pouvoir articuler ces différents partenaires, réorienter les familles qui doivent avoir des avis plus spécialisés, comme ça a été décrit tout à l'heure par le docteur Coury. Là, j'ai repris aussi ce petit schéma qui est très bien fait du gouvernement, c'est marqué gouvernement, donc je vais dire gouvernement. Là, c'est vraiment le parcours de la famille. Alors, c'est peut-être pas très
C'est peut-être un peu flou pour vous, je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc là, ce serait une famille qui s'inquiète, qui repère des difficultés de développement chez son enfant, va interpeller le médecin de famille qui, à l'aide de grilles de repérage, va peut-être mieux préciser les difficultés de l'enfant. Ensuite, il va pouvoir l'adresser à la PCO et la PCO va valider le parcours, les besoins tels qu'ils auront été repérés. Donc ensuite, il y a plusieurs types de parcours possibles, je reviendrai dessus, mais c'est de pouvoir valider ce parcours. C'est le médecin traitant qui ensuite va faire les prescriptions qui auront été validées par la PCO, et des professionnels qui auront conventionné avec la PCO vont être sollicités à partir de ces prescriptions. Et c'est la PCO qui va rémunérer directement le professionnel. Donc il n'y a pas il y a zéro à charge pour la famille. Ça, c'est un point important. La famille est garantie d'être orientée vers des professionnels qui respectent les bonnes pratiques, et la rémunération sera faite directement par la PCO via une convention entre la PCO et le professionnel. Durant son parcours, l'enfant aura des bilans pour confirmer si oui ou non il a besoin de telle prise en charge. Il y aura une réunion de synthèse entre les partenaires qui seront impliqués, parce qu'il peut y avoir une psychomote, une ergo, une psychologue, comme on l'a vu, selon les difficultés de la personne. Tout ça coordonné quand même par le médecin traitant ou le médecin de famille ou le médecin scolaire. Mais il faut avoir en tête que parfois les médecins ont bien du mal à organiser eux-mêmes les synthèses, donc souvent c'est les PCO qui se chargent de convoquer les partenaires, d'organiser les visios. Ça se fait maintenant beaucoup en visio, c'est très pratique. Et puis, à l'issue de son parcours ou au cours du parcours, l'enfant aura peut-être un diagnostic ou va être réorienté vers un autre centre ou peut-être une ligne 3. Ça va dépendre évidemment du degré de difficulté de cet enfant qui aura été repéré grâce aux prises en charge et au bilan. Donc on avance petit à petit. Il y a les partenaires qui sont directement conventionnés avec la PCO, mais bien sûr, si une orthophoniste est impliquée dans la prise en charge de l'enfant, elle est aussi invitée. Ce n'est pas restreint à simplement les partenaires conventionnés avec la PCO. Donc voilà, donc tout ce parcours, c'est vraiment réduire les délais, avoir accès aux professionnels qui sont nécessaires au suivi de l'enfant et à son bon développement. Alors donc c'est juste vraiment des diapos résumés, je ne reprends pas tout. L'enfant, donc, c'est d'avoir accès à ces professionnels, un accompagnement d'une année renouvelable. Pour les familles ont accès à tous les bilans. Ça, c'est quand même important. Ce n'était pas forcément une habitude partout dans les institutions. Les familles, dans certains cas, participent à la synthèse ou à la RCP. En tout cas, elles ont un compte-rendu de toutes les synthèses. Elles peuvent avoir une aide aussi autour du dossier MDPH. S'il s'avère qu'après 6 mois ou 1 an de prise en charge, cet enfant va relever d'une aide et d'une compensation du handicap, parce qu'on sait que ça, c'est compliqué. Et puis, bien sûr, tout un tas d'informations sur les TND. Pour les professionnels de première et deuxième ligne, c'est vrai que l'arrivée des PCO a permis, grâce aussi à des actions de formation en parallèle, d'avoir une meilleure connaissance des TND. Donc ça, c'est un point aussi très important, c'est que dans cette dynamique de coordination, d'organisation des synthèses avec un médecin de PCO qui connaît bien les TND, ça a permis aussi aux médecins généralistes pédiatres d'avoir un appui et finalement une meilleure connaissance des besoins de ces enfants-là. Il peut aussi y avoir un appui aux structures de deuxième ligne. Il y a pas mal de PCO qui organisent des formations, par exemple, à certaines échelles, comme le MABC, pour des professionnels qui n'auraient pas encore eu accès à ces échelles. Il y a certaines structures qui font du prêt de test. Je sais qu'au centre de ressources, on fait du prêt du MABC, par exemple, parce que des jeunes professionnels n'ont pas forcément tout de suite acquis ces tests, ont besoin de les expérimenter avant de les acquérir eux-mêmes. Et puis tout le lien avec les structures de niveau 3, c'est vrai que les PCO ont permis de repérer beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait les structures de deuxième ligne qui maintenant répondent de mieux en mieux à toutes ces situations fait que je trouve que les situations qui arrivent en ligne 3, que ce soit au CRA et peut-être, je ne sais pas si à l'ESCAL c'est pareil, sont vraiment de plus en plus des situations complexes, alors que des fois on nous sollicitait pour des situations qui relevaient plutôt, pour nous, de soins courants de ligne 2. Donc on voit que ça marche, qu'il y a déjà beaucoup de diagnostics et de préconisations qui arrivent à être faites par les partenaires ligne 2 et notamment les libéraux. Voilà, donc le parcours, ça va être avec des professionnels conventionnés. Et puis pour les professionnels non conventionnés, ils vont pouvoir bénéficier, enfin les familles pourront bénéficier du forfait précoce. Je vais revenir là-dessus, ce fameux forfait précoce.
Avant de venir plus dans le détail des forfaits, donc, le parcours peut être interne, c'est-à-dire organisé par les structures qui ont conventionné avec la plateforme, c'est-à-dire ça peut être... souvent les plateformes ont comme support un CAMS, ça peut être un PCP, enfin un autre service. Donc des fois les bilans et les suivis peuvent être faits au sein de cette structure-là, ou alors avec un CMP ou un autre partenaire qui participe à la plateforme. Mais parfois, il est fait complètement en externe, complètement pris en charge par les libéraux. Et des fois, il est mixte. C'est un CMP qui a repéré un enfant qui a peut-être un trouble 10, voilà, qui a besoin d'ergothérapie, ils n'ont pas d'ergothérapeute, il n'y a pas encore de dossier MDPH, eh bien, il peut y avoir un parcours mixte grâce à une ergothérapeute en libéral, et alors que l'enfant est suivi, par exemple, pour des troubles anxieux en CMP. Ça, peut-être, vous avez eu cette expérience des parcours mixtes. Voilà. Juste, les plateformes en sens strict, j'insiste, ne font pas de bilan. Ce n'est pas le médecin coordonnateur de la plateforme. Souvent, ils n'ont pas de professionnels ergo ou psychomotes. Certains coordinateurs de parcours peuvent être psychomotes, ergo ou psychologues, mais normalement, ce n'est pas les personnels des plateformes qui font les bilans eux-mêmes. Il y a quelques exceptions, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les situations particulières. Parce que c'est peu de monde, les PCO. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui bénéficient des PCO. Hein. On a parlé de 5000 par trimestre de plus. Donc, vous voyez, c'est un nombre de dossiers à traiter qui sont importants. Mais vraiment, il faut penser que ces structures font l'articulation et l'orientation. Voilà, et la coordination du suivi reste le médecin de famille. C'est le médecin dresseur, le médecin de famille ou le médecin d'une structure partenaire qui va coordonner la situation. Ce n'est pas le médecin de la PCO lui-même, parce qu'il y a beaucoup trop de dossiers à traiter. Et puis qu'on veut que l'enfant s'inscrive dans un parcours, bien sûr, hein, pas qu'il reste au sein de la PCO. Donc ça, c'est pour reprendre justement que vous ayez ça en tête dans tout ce parcours. Il y a beaucoup d'outils de repérage et d'adressage. Donc pour les 7-12, comme il y avait eu l'expérience des 06, là, il y a eu des outils co-construits. Pour les 7-12, donc des grilles de repérage, un volet famille, volet enseignant, volet médecin. Tout ça, vous pouvez les trouver sur Internet. Je vous ai mis les liens et vous marquez. Alors là, il y a le lien où il y a tous les outils. Et puis, vous verrez, si vous descendez sur la page du handicap.gouv, un peu plus bas, vous avez en PDF tous les outils qui existent. Donc, ils sont assez simples à remplir, c'est très pratique. Pour les familles, la PCO, c'est vrai que ce n'est pas simplement un financement des prises en charge et des RCP, c'est aussi une écoute de l'orientation, des explications, un soutien pour les dossiers MDPH. Donc ça, c'est des points importants parce qu'elles n'ont pas toujours, elles ne trouvent pas forcément toujours des réponses à toutes leurs questions. Notamment quand on est en début de prise en charge, c'est un peu flou, on ne sait pas encore si l'enfant aura une dyspraxie isolée, est-ce que finalement il va relever d'un TSA, donc ce n'est pas évident de se tourner tout de suite vers des institutions ou des associations spécialisées, et la PCO va permettre comme ça de proposer un certain nombre d'aides, d'écoute et de prise en charge. Alors parlons argent. Le forfait précoce, donc c'est des forfaits, hein, c'est pas des tarifs libres. Les professionnels doivent les respecter. Donc pour les bilans, là je vous ai mis les sommes, 140 €. Pour les bilans psycho, qui ont été négociés un petit peu plus récemment, enfin pour les suivis, c'était un peu plus récent, c'est 120 € ou 300 € selon le type de bilan que les psychologues vont faire. Évidemment, c'est pas la même chose de faire des entretiens ou des anamnèses qu'une psychométrie complète avec recherche de troubles attentionnels. Et puis, il peut aussi y avoir un financement, donc comme je vous le disais, des interventions, des séances. Donc là, je vous ai remis les tarifs. Donc c'est 35 séances de 45 minutes, c'est assez précis. C'est assez surveillé aussi. Il y a un vrai suivi du financement et de la prestation. Les bilans doivent être faits, doivent être rendus. Donc voilà, 1 500 € pour l'ergothérapie, la psychomote. Le nombre, la durée, la fréquence des séances, c'est au cas par cas. Hein, c'est pas tout le monde part pour 35 séances. Si ça va bien au bout de 12 séances, eh ben, ça peut s'arrêter aussi. Et pour les psychologues, il peut y avoir des forfaits de 12 ou de 35 séances. Alors les psychologues, elles doivent respecter un certain cahier des charges et elles proposeront, il y a certains types d'interventions qui sont proposés au financement. Pareil, dans le diaporama, vous verrez, j'ai des liens là-dessus.
Si on revient un petit peu au parcours de cet enfant, ce qui est un petit peu différent par rapport aux 0-6 ans, et pour les 7-12, c'est l'intervention du médecin scolaire et de l'école. Là, ça va être vraiment un des partenaires qui va repérer pour les 7-12 un certain nombre de troubles 10, puisque c'est souvent là que ça s'exprime pour l'enfant. Et donc, ça peut être l'ESS, au cours d'une ESS, si tous les aménagements proposés pendant au moins 3 mois, enfin 3 à 6 mois, si ces aménagements sont insuffisants et qu'on constate que l'enfant va avoir besoin de bilan complémentaire ou de prise en charge, le médecin scolaire peut solliciter la PCO. Donc il peut y avoir une sollicitation directe, soit par le médecin scolaire, soit par le médecin traitant. Ça peut repasser par le médecin traitant s'il n'y a pas de médecin scolaire disponible ou capable de le faire. De la même manière, si un enfant, si au cours de cette ESS, on s'aperçoit qu'il a un trouble du langage écrit ou du langage oral isolé, on ne va pas solliciter la PCO, puisque là, il y a un remboursement direct. Mais si par contre, au cours de sa prise en charge, on s'aperçoit qu'en plus de son trouble oral, il a un autre trouble 10, là, il est tout à fait possible de solliciter la PCO. Voilà, j'ai juste mis les deux parcours parce que pour ne pas oublier que beaucoup d'enfants vont d'abord avoir de l'orthophonie et c'est au cours de la prise en charge orthophonique qu'ils se disent il ne se concentre vraiment pas, il est très agité, il a peut-être un trouble attentionnel. Donc les orthophonistes, même si elles ne sont pas en convention avec la PCO, ça reste des partenaires importants des PCO. Oui, ok, ben c'est bon, je vais avoir terminé. Alors, pourquoi je vous disais la PCO ne fait pas tout? Alors qu'on pourrait se dire, ben ouais, plateforme de coordination d'orientation, forfait précoce, pourquoi ils ne feront pas tout? Parce qu'ils ne sont pas très, très nombreux, c'est vraiment des petites structures qui articulent les uns et les autres. Par exemple, juste pour celle du Rhône, c'est un projet qu'on a proposé, il va y avoir un temps de médecin coordonnateur. Bon, nous, on a mis une IPA, les infirmières en pratique avancée. Il va y avoir une coordination de parcours. La coordinatrice de parcours va étudier les dossiers, vérifier que les propositions du médecin traitant correspondent bien aux difficultés de l'enfant, voire même en faire, parce qu'il y a certains médecins traitants qui constatent les difficultés, mais ils ne savent pas finalement, est-ce qu'il faut plutôt de la psychomote, est-ce qu'il faut plutôt de l'ergothérapie, quels sont les partenaires disponibles dans son département. Tout un travail administratif qui est très important, je reviendrai dessus, de la comptabilité, etc., puisqu'il y a des mouvements financiers pour rémunérer ces prestataires. Donc vous voyez, c'est quand même des centaines et des centaines de dossiers, plus de 5000 nouveaux par trimestre. Donc c'est pour ça que les PCO ne vont pas intervenir, eux, en direct, et qu'ils activent leur réseau de partenariat. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, parce que des fois, on pourrait faire reproche au PCO où certains partenaires disent puisqu'il va à la PCO, je ne m'en occupe plus. Mais non, pas du tout. Continuez à vous occuper des personnes que vous accompagnez. Alors juste un peu dans cette même idée, pour vous donner une présentation du travail des PCO, c'est un peu, j'ai dit en cuisine, parce que ce qu'on voit sur les schémas, si on voit le premier schéma, on oriente et puis hop, l'enfant bénéficie de plein de prises en charge. Mais il y a eu quand même beaucoup de freins que d'ailleurs la délégation interministérielle a permis de lever pour justement l'accès à ces financements, parce que ça n'allait pas de soi que la CPAM, l'enveloppe de l'ONDAM, enfin bref, finance des prises en charge qui n'étaient hors convention. Ça, c'est assez novateur finalement de dire on va financer des prises en charge hors convention. Et donc il faut d'abord trouver des libéraux. Dans certains départements, il n'y a pas beaucoup de libéraux qui sont disponibles, ou certaines zones de la France. C'est pas... Il faut aussi que le médecin traitant joue le jeu, ou le médecin pédiatre joue le jeu de la coordination. Donc là, il faut aussi le rassurer et l'étayer. S'assurer du respect des RBPP, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il va y avoir un financement, il faut qu'il y ait des bilans. Il faut s'assurer que les bilans correspondent bien à l'esprit des RBPP. Et puis si le professionnel libéral n'est pas dans les bonnes pratiques, il faut peut-être le former. On ne va pas simplement lui fermer la porte. On dit, il y a des choses à améliorer. Il va falloir organiser les synthèses, engager les forfaits. Et ça, il faut à un moment donné que l'argent passe dans une boîte, arrive à l'hôpital, repasse chez le libéral, et puis s'assurer que le service correspond bien à la somme engagée. Et ça, c'est beaucoup de travail administratif parce que c'est nouveau. C'est un parcours. Ce circuit financier, il a été créé complètement par les PCO. Donc, voilà. Et puis, il y a pas mal, comme les PCO sont des structures très nouvelles, il a fallu trouver les surveiller, enfin pas les surveiller, mais en tout cas
s'assurer de leur intérêt, de leur utilité, et donc il faut remplir des indicateurs. Et là, il y a beaucoup d'indicateurs, parce qu'aussi, on est très intéressé par ces enfants-là. Qui sont-ils? Quel âge ils ont? Comment ils rentrent dans le parcours? Où est-ce qu'ils vont quand ils sortent du parcours? Est-ce qu'il y a finalement, ça permet de poser des diagnostics? Donc tout ça, c'est aussi beaucoup de travail en plus. C'est pour ça que je parle de ce travail d'arrière-cuisine, et que peut-être certains peuvent être un peu déçus, parce qu'il y a les PCO sont censés être réactifs et permettre un accès à des prises en charge précoces, et pourtant, il peut y avoir un peu de délai dans le traitement des dossiers. Mais il faut repenser justement à toute cette arrière-cuisine des professionnels des PCO qui sont, de ce que j'ai vu, très engagés dans les projets en général et auprès des familles. Et il peut y avoir un peu de frustration que tout soit pas complètement fluide. Mais comme je vous le disais, c'est assez novateur. Voilà. Alors, la vigilance et les limites, c'est ce que je vous le disais, c'est que la PCO, elle dépend finalement de son environnement. Est-ce qu'il va y avoir une ligne 3 qui va répondre assez rapidement aux situations complexes? Est-ce qu'il y a assez de libéraux formés? Est-ce que les fameuses lignes 2 qui sont censées participer à la plateforme vont aussi jouer le jeu et s'engager pour la fluidification de parcours? Donc tout ça, ça fait qu'il faut organiser sur un territoire beaucoup de partenaires et d'acteurs, tout en restant très en lien avec les familles. Voilà. Donc là, pour le Rhône, alors l'ARS est là, mais je sais que c'est encore en discussion pour les 7-12 ans. Donc pour les 7-12 ans, il y a la plateforme de l'Ain, j'espère que je ne trahis pas un secret, qui normalement doit être financée, qui va ouvrir. Celle du Cantal, Allier, Puy-de-Dôme, hop, c'est du 3 en 1. Donc eux, ils vont couvrir 3 territoires. Sur le Rhône, on a un projet commun donc avec les partenaires OVE et ARHM. Et c'est en discussion parce que le Rhône, c'est un grand département. On voulait ouvrir en tranches. Voilà, c'est encore en discussion, mais ça ouvrira un jour. Et je sais que d'autres porteurs de PCO 06 ont déjà proposé des projets, sont en train de les écrire. Je dirais qu'on a de la chance sur Rhône-Alpes. Effectivement, on a du soutien de l'ARS et on a surtout pas mal de... Tous les porteurs de PCO 06 sont très engagés pour pouvoir offrir à vos enfants de 7-12 ans des prestations équivalentes. Voilà. Donc, attendez, ça va arriver et on sera tous très contents d'avoir bénéficié de leur expertise. Voilà, et puis si vous êtes fan de tests législatifs, je vous ai mis les références.